bonsoir à toutes, bonsoir mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Bienvenue dans le monde de la nutrition du sport, qui est mon métier, ma passion. Donc je vais essayer de partager ma passion avec vous. Et finalement, avec une bonne symétrie et les astuces nutritionnelles que je vais vous donner aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près une centaine de champions aujourd'hui. Donc ça va être chaud au semi-marathon. Voilà. Je m'appelle Pierre Garin, je suis donc diététicien de formation. J'ai une spécialisation qui est la nutrition du sport et les intolérances alimentaires qu'on retrouve souvent chez les sportifs. Et c'est vrai que pour faire la transition, il y a évidemment une ossature osseuse et les muscles, mais il faut les nourrir. Mais comment? Ça c'est la question. Parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses lorsqu'on lit le magazine, on voit beaucoup de sites internet sur YouTube, des tutos, etc. Et finalement, à qui se fier? Nous, fiez-vous plutôt à des professionnels. Et dans ce cadre-là, nous allons aborder ensemble comment se préparer. Vous avez vu qu'il y a deux titres, le 26 février, si je me souviens son mot, il y a une deuxième phase, c'est comment préparer l'aspect pratique. Nous allons parler de l'aspect pratique aujourd'hui aussi avec des exemples concrets, mais plus dans la préparation parce que là on a encore une certaine capacité à pouvoir optimaliser. Et c'est vrai que soyez fiers de vous déjà, parce que vous êtes déjà là ce soir, je vous remercie beaucoup, mais en plus, la plupart des gens, la plupart de votre famille, vos amis en fait, ne se rendent même pas compte du travail que vous faites derrière, toutes les douleurs, les sacrifices que l'on fait quelquefois au niveau horaire, le travail qui est derrière pour courir. Alors certains d'entre vous, ça va être le premier semi-marathon, certains d'entre vous vont courir peut-être 10 km ou 5, peu importe, certains, je connais quelques visages qui ont déjà une belle expérience de course à pied. Évidemment, peu importe le niveau, ce qui est important, c'est de se dire on peut être fier de ce que l'on fait. Et aujourd'hui, bravo pour ce que vous faites au niveau de la course à pied, vous coûtez moins cher à la sécurité sociale, c'est déjà très bien. Alors, courir après vos rêves, faites un maximum. Si vous ne vous atteignez pas, c'est pas grave, faites du sport. Donc faites-le et continuez-le. Évidemment, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'ouvrages. Alors, à qui se fier? Moi, je pense que ce qui est important, c'est se connaître, c'est d'avoir expérimenté des choses. Donc, je vais vous proposer des expérimentations. Peut-être, évidemment, pour certaines personnes, ce sera un peu court pour une expérimentation complète pour atteindre, évidemment, une performance optimale pour le semi-marathon. Mais ceci dit, la saison ne fait que commencer et les années à venir vont être enrichissantes en termes de course à pied. Donc, dans ce cadre-là, moi, ce que je vous propose, c'est surtout de travailler sur certains éléments. Ceci, on va surtout éviter ça. Et alors, celui qu'on veut surtout éviter, je pense, c'est celui-ci. Oui. Un beau championnat du monde, une belle réussite pour lui. Ceci dit, moi, ce que je voudrais, c'est que vous évitiez ceci aussi. Bon, évidemment, on sera au mois de mars. Entre nous, il fera certainement pas 25-35 degrés, c'est sûr, mais ceci dit, là, on est vraiment typiquement dans 5 à 6% de perte de poids avec une déshydratation totale. Il est clair que ce monsieur doit aller à l'hôpital. Là, on parle de crampes. Qui n'a pas eu de crampes un jour dans sa course à pied? Je pense que personne ne devra le faire. Voilà, peut-être, voilà. Ça arrive rarement, mais la majorité ont déjà eu cette expérience. Les troubles digestifs, évidemment celui-là, un bel exemple, effectivement d'une très mauvaise préparation, pourtant un grand professionnel, mais une très mauvaise préparation nutritionnelle. Il n'est pas passé chez nous. C'est comme ça, ça arrive. Alors ceci dit, si on a des potes, c'est bien, si on n'a pas de potes, on est quand même vachement bien. Hein, ça je vous le dis aussi. Alors, entre nous, est-ce que vous pensez que le sportif nécessite une alimentation adaptée ou pas? Quelque part, est-ce que son alimentation doit être spécifique, donc adaptée, ou alors c'est l'alimentation de tout le monde? Ou là on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Moi je cours, je mange et je me regarde parce que je cours. Voilà. Qui est d'accord de dire effectivement que l'alimentation doit être spécifique? Le vrai, le bras. Qui est d'accord pour dire effectivement que finalement, peu importe, un sportif doit manger comme tout le monde? Ok. Et qui dit que ça n'a pas d'importance? On peut faire du sport à partir de n'importe quel âge. Ça, c'est encore une question qu'on verra. Bien, alors,
vais répondre à la question. Bien sûr, vous avez besoin d'une alimentation spécifique. Vous allez augmenter évidemment votre capacité de production d'énergie simplement parce que vous allez animer vos muscles. Donc il est tout à fait normal que vous allez devoir compenser cette animation et ce déficit énergétique par une augmentation alimentaire. Donc oui, c'est une alimentation spécifique, qui est très individuelle. Hein. On est 7 milliards bientôt sur Terre, ben, il y a 7 milliards de manières de s'alimenter. Ceci dit, je n'ai pas fait 7 milliards aujourd'hui parce qu'on en est déjà parti pour très longtemps, je vais généraliser. Ok? Donc oui, vous avez besoin d'une alimentation spécifique, qui sera ici dans un ordre bien précis. D'abord, hydratation adéquate, très important. Personnellement, et ça fait partie du schéma alimentaire. Une alimentation qualitative pour avoir tous les macro et micronutriments dans des bonnes proportions et au bon moment. Et en plus, on parlera des supplémentations si nécessaire. Et le SSI, c'est une supplémentation si, et seulement si, c'est nécessaire à votre activité physique. D'accord? Commençons par l'hydratation adéquate. Personne ne va mettre en doute, certainement aujourd'hui, le fait de dire on peut boire. Boire, c'est indispensable. Mais savez-vous ce qu'il faut boire avant, pendant et après la course? Vos entraînements. Parce que là, on va parler de vos entraînements. Okay? On n'est pas le jour du semi-marathon, on est ici dans une période où on va comprendre ce qu'on va consommer pour les entraînements. L'eau, c'est un facteur essentiel. On est tous d'accord. Qui boit que de l'eau, que ça, pas de soda, etc. Ok, on est presque la moitié. Très très bien. Okay. Le reste, j'imagine que vous buvez que du coca. Hein? J'espère pas quand même. Alors, saviez-vous une chose? Saviez-vous que l'eau ne peut pas être stockée par le corps? Parce que vous avez évidemment des amis ou la famille qui est œdème aux jambes et on disait de l'eau. En fait, ils ne stockent pas par exprès. Il y a un problème derrière. Le corps ne sait pas stocker de l'eau. Et donc, toutes les entrées, vous buvez via l'alimentation, l'eau que le corps produit lui-même, doit correspondre évidemment aux sorties. Indéniable, c'est pas passé à côté. Ok? Mais l'eau, finalement, ça représente combien de pourcents dans le corps? 70. Combien là? 75. 70. Qui dit mieux? Ah, ça c'est déjà pas mal comme réflexion. Plus la personne elle est maigre, entre guillemets, plus elle a de l'eau. Plus la personne est grasse, moins elle a de l'eau. Ah, ça, je répondrais en fait non. C'est raté parce qu'un muscle, en fait, un gramme de muscle, il lui faut 3 grammes d'eau. Ça va? Un gramme de glace, il lui faut pas 3 grammes. Et on verra après, je vais l'expliquer, il y aura une dia là-dessus. Donc, mais bonne réflexion. Oui, c'est la terre. Très bonne réflexion. En fait, on est entre 70 et 55%. Pour ceux qui sont jeunes parents, félicitations. Vous avez eu un bébé? Super, mais il est à peu près à 50% d'eau. Et nos parents, arrière-grands-parents, grands-pères, grand-mères, sont eux à 55. Donc effectivement, ça dépend plus, on va dire, d'un âge, en gros, et selon les capacités musculaires, je suis d'accord, etc., mais on va en parler tout à l'heure. Et on va donner un exemple concret. Un homme de 75 kg, j'imagine qu'il y en a, dans la salle, ben vous allez peser 45 kg d'eau. T'imagines le nombre de bouteilles que ça fait là. J'ai pensé aux dames, bien sûr. 55 kg, j'espère que je vais vexer personne, hein, ça va? 33 litres d'eau. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc, si on a beaucoup d'eau, il faut en consommer. Alors, ça c'est mon côté écolo. Il fallait que je me fasse un peut-être quelques minutes du côté écolo. Moi, j'aime pas les bouteilles en plastique. Hein,
c'était le continent, c'est la merde entre nous, j'utilise ça. Okay, c'est un bon point de repère pour moi. Je vous invite, s'il vous plaît, dans l'avenir, à faire un maximum pour l'environnement. Ça va? Alors, hydratation, nous allons voir maintenant les étapes de l'hydratation. Avant l'effort, on sait effectivement qu'on doit s'hydrater. On entend souvent parler effectivement qu'il faut boire 1,5 litre sur la journée. Ça, il faut savoir, c'est une idée purement commerciale, parce que qui a imaginé le 1,5 litre, c'est l'industrie, puisque c'est eux qui vont inventer la bouteille d'1,5 litre. C'est génial, hein? Au niveau marketing, c'est super. Ça dépend des personnes. Certaines personnes avec 1 litre vont s'en sortir, certaines personnes ont besoin de 2 litres. D'accord? Il est vrai que, ceci dit, 1,5 litre est une moyenne individuelle en consommation. Et ça va intéresser certains sportifs de très bon niveau. Ceci dit, si c'est vos débuts en course à pied, ça va vous intéresser aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour faire fonctionner votre corps, vous avez besoin de 78 électrolytes. On dit aujourd'hui, ça c'est le tableau de Mendeleïev pour ceux qui adorent la chimie, qui sont profs de chimie, ils adorent ça. Et en fait, vous voyez que vous avez quand même un maximum dedans pour le corps. Il y en a 78. Et on dit aujourd'hui, la science nous dit qu'il y en a 21 qui sont essentiels. Essentiels. Alors, ça me fait rire, on dit 21 essentiels, les autres on s'en fout. Et en sachant que le corps ne fonctionne que s'ils sont tous là, ça pose des questions. Mais comment les obtenir? Alors, ça j'y répondrai ultérieurement si vous souhaitez en fin, parce que ça nécessite une explication complète. Il faut savoir que vous retrouvez tous ces électrolytes dans deux éléments que vous pouvez avoir, on appelle ça un pain. Il y a un aliment, c'est les algues, et l'autre, c'est l'eau de Quinton. Okay, c'est une parenthèse que je viens de faire maintenant, pour certainement ceux qui sont à un bon niveau, voire très haut niveau. Là, ça vaut la peine qu'ils viennent après me voir, je leur donnerai effectivement le type d'eau qu'ils peuvent consommer avant, pendant et après l'effort. C'est très important pour vous. Là, c'est une bonne question. Comment savoir si je suis bien hydraté? Alors, qui peut me répondre? D'accord, boire avant la sensation de soif. C'est un bon point de repère, mais il faut anticiper, quoi. C'est ça. La bouche sèche. Bouche sèche. Oui, ça peut l'être chez certaines personnes. Je me ris. Ah, voilà, il a triché avec le slide avant. Effectivement, la prochaine fois que vous allez uriner, vous allez penser à moi. C'est sûr. Hein, vous allez regarder la couleur de vos urines. Ok? Voilà. Et là, plus vous allez boire, évidemment, plus elles doivent être évidemment claires. Vous serez hydraté si on est dans cette zone de couleur. Ça, vous allez retrouver sur Internet, ces zones de couleur. Prenez-les-en, vous allez dans votre poche et vous regardez directement, c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Il faut y aller, il faut anticiper, c'est super important. Toute la journée comme ça, non-stop. Et pensez à moi non-stop comme ça. Par contre, je vous préconise une chose, c'est déjà arrivé. Quand je montre ça, la personne va me voir après. Ouais, monsieur, c'est quand même dingue, mais j'ai ça depuis 3 jours. Je dis, mais mon gars, demain tu vas chez le médecin. Voilà. Très 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 important. Soyez super attentifs à ça. C'est ce qui va donner aussi certaines capacités de performance. Parce que là, quand je dis performance, pour ceux qui sont évidemment très bons, ça leur parle. Parce qu'ils font du sport, non pas pour la santé, ils font du sport pour la performance. C'est ce qui différencie évidemment un élite d'un amateur. Un amateur, il fait ça d'abord pour sa santé et après pour la performance. On peut faire les deux, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même essentiel, que ce soit pour la performance, justement, amateur, professionnel, soyez hyper attentifs à vos urines. Pendant l'effort, ce que je vais boire, si je fais une sortie ou un exercice à la maison qui dure moins d'1 heure, là, vous savez tous ce qu'il faut faire, tous lu, ou pas, c'est je bois le jus. Tout simplement. Après, tout dépend de la fréquence, vous allez voir.
type d'eau selon la température. Il est vrai que quelquefois, je vais boire un peu plus, un peu moins, tout dépend évidemment s'il fait chaud à la maison, si c'est à l'extérieur. Si je fais un renforcement musculaire dans une salle, il fait super chaud, le radiateur ne fonctionne pas, il fait caillant, ben voilà, j'aurai moins besoin d'eau, plus besoin d'eau. Et avec une régularité, et c'est ça qui est très important, c'est la fréquence, évidemment. La fréquence est de 2 à 4 gorgées, 15 à 30 minutes. Alors c'est assez large, parce que certaines personnes m'ont déjà dit, oh mais c'est quand même large, il faut le tester, hein. Moi, c'est à peu près les 20 minutes. Voilà. J'ai chronométré ça maintenant, c'est 20 minutes. Certaines personnes, c'est 10 minutes. Certaines personnes, c'est 30 minutes. Peu importe, tant qu'on arrive à son équilibre, tous différents. D'accord? C'est bon pour vous? Bon, évidemment, ça ne sert à rien parce que vous faites toujours plus qu'une heure. On va passer à l'étape suivante. J'ai une durée de l'effort, et j'ai oublié de le mettre en évidence, continue évidemment. D'accord? Supérieure à 1 heure. Là, je parle de la boisson de l'effort. Indispensable. Si je fais l'effort au-delà d'1 heure, 1h30, 2 heures, etc., 3 heures, 4 heures, peu importe, je ne prends pas de boisson d'effort, je ne prends que de l'eau. Il faut savoir que vous n'allez pas hydrater l'entièreté de votre corps. Vous avez 2 éléments principaux, c'est l'eau intracellulaire, la cellule, qui représente les 3/4 du poids de l'eau, et l'eau extracellulaire. Si vous ne prenez pas une boisson d'effort pour des efforts continus au-delà de 1 heure, un effort quand même modéré, intense, jusqu'à intense, vous n'allez pas pouvoir hydrater l'ensemble, parce que la cellule elle a besoin de petites clés, elle a besoin d'éléments qui vont permettre à l'eau de rentrer dans la cellule. Et c'est la composition de cette boisson d'effort qui va aider l'eau à rentrer dans la cellule. Raison pour laquelle on a quelques sportifs, dont certains qu'on connaît bien, et qui un jour viennent et disent écoute, j'ai bu mes 4 litres et tout, et on m'a mis 6 perfs. Bah oui, mon gars, t'as bu 4 litres d'eau, ça n'a pas marché. Voilà. S'il y avait une boisson d'effort, déjà il n'aurait pas eu besoin de 4 litres, certainement, peut-être de 3, il n'aurait pas été après aux urgences. Et ça, pardon, ça dépendra de la température. Votre boisson d'effort, vous l'avez ici. C'est une concentration en glucides, des sucres. On va parler du type de sucre après. Okay. Retenez simplement, ce sont des sucres en quantité de l'ordre de 20 grammes à 40 grammes lorsqu'on est une température supérieure à 15 degrés. Évidemment, ça fait dans une salle, hein, d'accord. Par litre d'eau pure, si vous dépassez les 2 heures d'exercice, on préconise lorsqu'on est au-dessus de 15 degrés de mettre à peu près 1 gramme, 1,5 gramme. Les petits sachets qu'on retrouve dans ces fameux fast-food dégueulasses, hein, c'est à peu près 1,2 gramme. Ok? Voilà, c'est le petit sachet qu'il faut associer. L'association de ce petit sachet avec le sucre, c'est la clé d'entrée pour nourrir votre cellule, pour que l'eau rentre dans la cellule. Si vous êtes en dessous de 15 degrés, ce qui est la période, on augmente la quantité de glucides de 40 à 60 grammes, même par heure, okay, de consommation, toujours par heure de consommation, dans de l'eau pure, et si on dépasse les 3 heures, on ajoute ce fameux sel. Alors, je suis en heure de consommation, ici, et pourquoi entre 500 et 800 millilitres? Pourquoi j'ai noté entre 500 et 800 millilitres à votre avis par heure? Ça dépend de la corpulence. Comment? Ça dépend du poids du gars. Ah, c'est pas le poids. La quantité. Même pas, non. Non. Bah, c'est la capacité de l'estomac, tout simplement. En fait, il faut savoir que physiologiquement, la capacité d'une femme au niveau de la capacité horaire pour assimiler de l'eau est de l'ordre de près entre 500 et 700 millilitres à l'heure. Pour l'homme, il y a légèrement supérieur, entre 600 et 800 millilitres à l'heure. Évidemment, on se peut se poser la question, on dit, mais tiens, comment ça se fait que moi, en été, je consomme, etc. Mais c'est parce que vous transpirez beaucoup plus. Mais votre capacité totale, elle ne change pas. On peut quelquefois avoir une distension de l'estomac,
estomac énorme, quand on mange beaucoup, on a le sentiment d'avoir une boudine comme ça, ben, c'est le même sentiment qu'on peut avoir effectivement quand on a bu trop d'eau. Donc sachez effectivement qu'il ne sert à rien de commencer à programmer, se dire oh je vais boire mes 3 litres en un coup. C'est pas possible, l'estomac ne sait pas le faire. Je vais vous donner en fait une astuce ici, c'est que je vais vous donner une recette pour les boissons de l'effort, d'accord? Mais je vais partir sur quelque chose de très basique, qui est une boisson d'effort en fait à 20 grammes de glucides par litre d'eau pure. Alors c'est soit, et ça j'aime beaucoup, vous prenez 150 ml de jus de raisin rouge, pas le blanc, rouge. Oui, je passe devant vous, c'est bien. Ça va comme ça? Bon, après vous en faites une avec moi. Plus 850 ml d'eau pure. D'accord? Si vous regardez les tables de composition, ça va être très facile. Hein. Les diététiciens qui sont ici dans la salle connaissent ces tables très très bien. Maintenant, vous pouvez aller sur Internet, vous les retrouverez. Vous verrez effectivement, si vous calculez 150 ml de jus de raisin, ben, vous avez quasiment 21 grammes effectivement, de jus de sucre. L'avantage, c'est que le sucre, ce n'est pas que c'est un complexe de glucides. Dedans, il y a une répartition en fait, qui est très intéressante dans le jus de raisin. C'est pour ça que j'ai mis en premier de moitié glucose, moitié fructose. Très intéressant évidemment pour le schéma osmotique, ça va? Bon. Ensuite, vous avez les poudres que vous connaissez. Qui utilise les poudres quelquefois pour hydrater sa boisson? Voilà, on est très peu nombreux, je pensais en avoir beaucoup plus. Hein, mais c'est vrai que ça m'arrive aussi quelquefois de les utiliser. Là, prenez conseil, parce que c'est vrai que dans les poudres, c'est un peu la foire. C'est difficile à gérer. Maintenant que vous avez trouvé la bonne, et que ça fonctionne chez vous, moi, c'est bien. Ça peut très très bien fonctionner, aucun problème. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est la composition. Hein, quelquefois, vous voulez plus d'additifs que de glucides dedans. Ça me perturbe, franchement. Vous avez le miel. Moi, j'adore. Je suis un grand fan. Je suis un grand fan parce que la répartition, effectivement, glucidique entre le fructose, pour la casser du moins, entre le fructose et le glucose est aussi très intéressant. Ok? Passe très bien au niveau du gustatif, très bon pour la natation, dans mes boissons d'effort, je mets ça, très agréable au niveau du goût. Hein, j'ai préconisé ça même pour certains qui faisaient des marathons, et ils adorent, ça fonctionne très bien. Et je l'ai en dernière position, maintenant il y a plein de possibilités, mais voilà. Par contre, je l'ai mis pourquoi? Parce que si demain vous n'avez que ça à la maison, et rien d'autre, je préfère toujours que vous ayez cette boisson d'effort avec un carré de sucre et de l'eau pure. Puisque sinon, vous n'aurez pas ces petites clés pour rentrer dans la cellule. On est d'accord? Et ceci, c'est fait pourquoi? Lorsqu'on fait une activité, qu'on réalise une activité physique de plus de 2 heures, de plus de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est pour en soi réaliser une économie du glycogène. Alors, le glycogène, là aussi, je suis persuadé que la majorité d'entre vous, parce que vous l'avez lu certainement sur Internet, c'est la manière pour le corps, pour les mammifères, de stocker le sucre. Chez nous, l'humain, nous stockons, la majorité des mammifères, stockons de 2 manières, dans le foie et dans les muscles. Okay? Et pour vous faire un parallélisme facile à retenir, c'est que le sucre dans les végétaux, c'est l'amidon. Vous savez où est ma banane? Ah, banane. Voilà. Ça, c'est une manière pour les végétaux de stocker de la réserve énergétique. C'est sous forme d'amidon. Règne végétal amidon, règne animal, le glycogène. Et nous essayons simplement d'épargner le glycogène. Parce que, alors, on peut avoir un stock de graisse énorme, mais un stock de glycogène qui sera toujours faible. Même chez les professionnels, on n'arrive pas à le faire exploser. Attention, hein, c'est du simple au double. Hein. La majorité de ceux qui sont ici, peut-être au niveau musculaire, de 300, 400 grammes de glycogène, que chez un sportif professionnel, Usain Bolt avait certainement l'équivalent de 800 ou 900 mg, ce qui en soi n'est pas énorme, c'est le double. Il va 2 fois plus vite que moi. Mais ceci dit, ce n'est pas gigantesque. Que par contre, en termes de gras, on a des personnes qui ont beaucoup plus que du tout. Et ce glycogène, c'est quoi?
c'est quelque part donc un amas de sucre, du glucide G, qui va, à partir du foie ou des muscles, partir dans la circulation. Alors, il part de la circulation, ce qui nous intéresse, c'est celui qui est musculaire. Parce que celui du foie, il ne va pas vous aider beaucoup. Il va simplement vous aider à régulariser votre glycémie. Vous savez, quand le médecin vous fait une prise de sang, et pour regarder si effectivement votre glycémie est bonne, pour voir si vous êtes prédiabétique, diabétique, etc. Il y en a très peu certainement ici, de toute manière. Il y en a peut-être eu, ils ne le sont plus, parce qu'un diabète de type 2 peut même être quelquefois soigné même par l'activité physique et une bonne alimentation. Pour vous dire à quel point ce qui nous intéresse, c'est celui qui est dans le muscle. Parce que si vous avez une capacité d'avoir justement du sucre, du glycogène dans votre muscle, vous avez une capacité de pouvoir performer plus longtemps que les autres. C'est ça qui est intéressant. D'où retenez une chose, pour renforcer le glycogène, il va falloir manger après l'effort. Ça, c'est déjà un élément qu'on peut retenir et essentiel, qu'on va parler après. Parce qu'au début, lorsque vous allez faire une petite sortie facile, rapide, ce n'est que le sucre circulant et le glycogène qui sera utilisé. Ok ? Et chez ceux qui sont performants, de toute manière, ont un poids de corps généralement adapté, peu de matière grasse, parce que chez eux, la matière grasse et les lipides sont moins utilisés. Sauf à partir d'un certain temps, il faut savoir que toutes les filières énergétiques, on appelle ça, se croisent. Hein, d'accord ? Et que on fait une belle différence, par exemple, entre le sprinter de 100 mètres et le marathonien. Là, les filières énergétiques, la manière dont on utilise toute son énergie, sont bien distinctes, globalement. Chez nous, amateurs, ou même ou professionnels dans les semi-marathons et marathons, bien globalement, nous utilisons toutes les filières. Il faut dire que ça commence par là. Et là, je vous donne un petit truc pour épargner le glycogène. Si vous voulez avoir une petite astuce supplémentaire, au niveau osmolarité, au niveau intestinal, c'est même d'aller un peu plus loin. Je vous donne une petite astuce, maintenant je vous ai un peu plus loin. Là, je vous donne une composition idéale, et là, quel que soit votre poids, vous démarrez toujours avec 35 grammes de glucides par heure à consommer, ok? Et vous allez tester ce mélange, glucose, maltose, fructose. Alors, ceux qui utilisent les poudres, c'est facile parce que la plupart de ces poudres contiennent ça. Maintenant, on peut le faire indépendamment des poudres, ou les mixer soi-même, et ainsi de suite. Ça va? Certains d'entre vous utilisent des gels. Est-ce que certains utilisent des gels lorsqu'ils courent? Voilà. Petit tiers, utilisent des gels. Voilà, pourquoi pas. Il faut savoir que la différence entre la consommation d'une boisson d'effort ou les gels avec de l'eau, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence ou pas? Il n'y en a pas. Tout simplement. C'est une question pratique. Peut-être une question de pollution non plus. Parce que c'est vrai que quand je vois en fin de parcours tous les petits tubes par terre, ça me... Oui. Mais ceci dit, pas de problème, effectivement, les gels doivent être consommés, doivent composer au moins de 19 grammes minimum à 22 grammes de glucides. Et il faut évidemment boire au moins, de manière globale, 200 ml d'eau immédiatement. Là, il faut diluer. Ok? Et continuer à s'hydrater. Ça, pas très compliqué. Ça, c'est quelque chose. Je fais une parenthèse pour déjà peut-être un teasing, comme on dit, hein, peut-être pour vous attirer pour la prochaine fois. Parce que ça, c'est la chose que je vais expliquer le 26 février. Alors, une parenthèse, pour ceux qui courent en dessous de 13 km/h, vous ne cherchez peut-être pas la performance ou l'arrivée de premier, c'est trop tard, il faut plus vite que vous, de toute manière. Donc là, prenez le temps de vous ralentir, prenez votre gobelet, buvez, etc. Pour ceux qui dépassent les 13 km/h, qui sont à 16, 17, ben, ils connaissent déjà la technique, donc là, on n'a pas besoin de l'apprendre. Mais on peut en reparler justement sur cette technique pour bien s'hydrater, c'est important. Parce qu'il y a des techniques pour prendre le gobelet, bien s'hydrater. Là, il n'a rien compris du tout parce qu'en fait, son gobelet, il n'y a plus rien dedans. Voilà, ça que bonjour. Il continue à courir comme ça, c'est parfait. Il va prendre effectivement peut-être une gorgée de 25 millilitres. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec? Voilà. Très mauvaise technique. Donc ça, on va en parler effectivement la prochaine fois. Ce n'est pas le sujet du jour. C'est pour vous inviter effectivement la prochaine fois à être présent aussi. Alors, après l'effort, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tout le monde au resto, j'ai compris. On boit du pain, j'ai entendu. Saucisse
Ouais. Non, non, avant ça, vous allez faire la pesée. La technique de la pesée. Je vous invite à apprendre. Qui connaît la technique de la pesée? Là, je me sens seul. Super. Ah. Bon, ce sont des diététiciennes aussi avec lui. Voilà. Tout ça pour se faire remarquer. Alors, technique de la pesée. Faites-moi plaisir. C'est la deuxième chose auquel vous allez penser à moi. C'est aux toilettes et sur votre balance. Vous allez effectivement peser dans les mêmes conditions, donc avant d'aller courir. D'accord? Vous êtes tout nu ou bien habillé. Vous revenez de votre petite sortie hyper dynamique, en pleine forme. Vous rentrez, vous avez tout déchiré. Vous vous remettez sur la balance dans les mêmes conditions. Ok? Vous aurez donc, ou pas, une différence. Vous la notez évidemment. Un petit carnet, vous mettez effectivement. On était le jour, etc., etc., à telle heure, je vais mettre l'heure aussi, c'est important. Cette différence, vous allez la multiplier, c'est un exemple pour tous les pics fonctionnels, par 1,5. Et pourquoi 1,5? Je l'ai dit en partie tout à l'heure, c'est que le muscle a besoin d'eau. Et du glycogène, par exemple, chaque gramme de glycogène, il a besoin aussi de 3 grammes d'eau pour être renforcé. Ce sera la quantité à boire après l'entraînement. Alors, petit exercice, on fait l'exemple. Demain, à 18h, qui fait 75 kg? Super, ben voilà, t'es désigné. Demain, tout le monde, demain à 18h, hop, on démarre, et on revient à peu près vers 19h25. 19h25, ça va? Ça va aller? Ok, super. Et là, tu constates quoi? Sur ta balance, ouf, dans les mêmes conditions, bah, je suis à 74,6. Yes, j'ai perdu du poids? Non, pas du tout, j'ai perdu plus. Ok? 400 grammes. Chérie, j'ai perdu 400 grammes. Ah, yes. Non, non, pas du tout. Tu vas multiplier par 1,5 et tu devras consommer les 600 millilitres. Ok? Dans l'heure. Ça va? Bon, les dames, j'ai pas oublié. Là, je ne pose pas. Ah, tu veux que je revienne en arrière? Allez, vas-y. Oui, il va le faire pour tout le monde, donc quand même. C'est ça, fait un copion comme ça. Ouais. J'ai pensé à vous. Je ne poserai pas la question parce que ça, je ne suis pas très. Une dame qui fait 60 kg, qui demain à 18h démarre aussi. À 18h25, elle en fait 59,4. Et là, elle est fière. Je me sens que c'était 60. Yes, chérie. Ce soir ensemble. Eh ben non, pas du tout. Parce que ça fait 600 grammes. Et si je suis la technique, mais j'ai 900 millilitres évidemment à récupérer. Et là, je vous propose un schéma en fait qui est très standard, mais qui est très pratique et qui fonctionne tout le temps. Voilà, monsieur, vous étiez à peu près à 500, 400, 500, 600. Là, vous allez consommer 125 millilitres par prise, en 4 prises sur l'heure. Et les dames étaient dans à peu près cette zone-là. Vous allez consommer 200 millilitres d'eau pure en 4 fois. Ok? Là, vous imaginez évidemment quand on perd un peu plus, 250, 12 fois, c'est beaucoup. Ok? On essaye quand même d'espacer ça, et on ne fait pas ça sur l'heure, c'est une projection, mais généralement, on essaye déjà. Il faut savoir que la pesée, elle est là pourquoi, à votre avis? L'objectif de la pesée, c'est qu'à terme, vous devez avoir au départ et à la fin le même poids. Parce que vous ne perdrez jamais de graisse en faisant une course semi-marathon ou 2 heures d'exercice. Ok? Petite chose, techniquement, un jour je vais baisser, mais il n'y a pas les photos. Mais idéalement, quand vous avez fini, dans ces boissons que vous pouvez consommer, récupérez, mettez des boissons bicarbonatés. Les bicarbonatés, en fait, calciques et les sodiques. Ok? Entre autres, moi j'aime bien, il peut y avoir l'épar, le ceinture.
Prenez ça, ça va donner un effet alcalinalisant, donner en fait un effet tampon. Puisque lorsqu'on a une activité physique, on acidifie le corps, on va avoir un effet tampon, de par simplement déjà en prenant un verre d'eau. Tout simplement. On est d'accord pour l'hydratation? C'est bon? On continue avec l'alimentation qualitative. Ça, c'est ma spécialité. J'adore la qualité des ingrédients. C'est très important. Et on va parler effectivement de l'alimentation, de ce que l'on doit manger avant et après. Dans ce cadre-là, il faut avoir une notion de base qui est la suivante. Le métabolisme de base. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Utilise, d'accord, oui. Mais dans quel voilà. En fait, en gros, si je vous mets par terre et que je vous demande de ne plus bouger, on va résumer ça comme ça. Vous allez respirer encore, vous allez faire circuler votre sang grâce à la pompe cardiaque. Quelque part, il va encore avoir des contractions musculaires, enfin peu importe, le cerveau va fonctionner, hein, okay. Mais ça, c'est votre métabolisme de base. C'est-à-dire que c'est la quantité d'énergie vitale dont vous avez besoin pour faire fonctionner le corps. Okay. Là, j'ai besoin de plus d'énergie parce que je bouge. Si je bouge plus d'un coup, je bouge, c'est parti, vous ne m'entendez plus. C'est mon métabolisme de base qui se passe. Alors certains, évidemment, ont de la chance, certains ont besoin de beaucoup de calories pour faire fonctionner le métabolisme de base, et d'autres pas beaucoup. Ça, c'est comme ça. Et donc, vous avez, je vais appeler ça une base vitale. Pour vivre. Alors, oui, le métabolisme de base, vous allez pouvoir, effectivement, vous allez l'augmenter. Plus vous avez une activité physique, exercice, une capacité musculaire plus importante, plus votre corps, le métabolisme de base, va être modifié. À une époque même, on pensait effectivement que le métabolisme en fait, était inerte. En fait, le métabolisme de base, il change avec nos capacités musculaires, évidemment. Nos capacités d'effort aussi. J'ai donc une base vitale, et j'ai besoin, si je veux effectivement courir mon semi-marathon, j'ai besoin évidemment d'énergie supplémentaire. Une énergie que vous allez puiser. Ou dans l'alimentation, évidemment. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais pas très longtemps. Mais cette énergie et cette vitalité, mais quelque part, il y a des produits, des substances qui sont vitales, qui ne sont peut-être pas énergiques, et d'autres certains sont peut-être énergiques et pas vitales. Oui. Voyons ça ensemble. À votre avis, qu'est-ce qui n'apporte pas d'énergie, mais qui est vital pour vous? L'eau. Comment? L'eau. Ouais, déjà l'eau, oui, ok. Quoi d'autre? La vitamine. Les minéraux, les oligo-éléments sont essentiels à la vie, mais n'apportent aucune énergie. Par contre, qu'est-ce qui apporte de l'énergie? Le reste. Le reste. Tout le reste. Protéines. Comment? Protéines. Protéines, glucides, voilà. Et lipides, qu'on oublie souvent. Les graisses, il faut consommer tout le temps. Et je fais une petite parenthèse pour celui qui m'a dit Pierre tout à l'heure, je ne sais plus quoi. Alors, ce qui apporte de l'énergie qui n'est pas vital, franchement, l'alcool et les compléments, ne sont pas vitaux. Okay, on sait survivre ensemble. Je ne mettrai pas le point, monsieur. Ok? Alors, vous savez maintenant que les glucides, les protéines et les lipides apportent de l'énergie, les autres non. Mais l'un dans l'autre ou l'un dans l'autre, peu importe, ils sont essentiels à la vie. Et c'est ça qu'on va mettre dans notre assiette. Et cette assiette, elle va ressembler à quoi? Alors, je ne suis pas très content de cette assiette ici parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de sucreries, même si je suis très chocolat. Mais ceci dit, elle va ressembler à un truc un peu comme ça. Est-ce que ça, votre assiette, vos assiettes ressemblent à ça? Alors, on va approfondir le sujet. Tu mets des frites
frites avec, c'est ça. Allez, on va approfondir le sujet. Ouais, ce sera- Il y a des situations où, quelque part, est-ce que si je m'entraîne ou si je ne m'entraîne pas, est-ce que finalement je vais ranger mes assiettes? Ça peut être une autre question. Moi, je vous pose une question. Je suis à la question. Alors, si je ne m'entraîne pas, profitez de ça et restez au lit. Relax. Hein? Pensez encore. C'est pas toi qui ai pensé à moi, évidemment. Et là, votre assiette, ce sera la suivante. Vous ne vous entraînez pas, ou vous êtes, et là je vais faire une différenciation, qui n'est pas segmentaire et méchant, mais qui est une vraie différenciation. Vous êtes amateur, vous êtes en dessous de 14 km/h, 13 km/h. Suivez ce schéma-là. Si vous êtes au-delà de 14, 15 km/h, vous aurez les assiettes suivantes. Je ne vous ai pas oublié. Ça va? La moitié de votre assiette, c'est des légumes. Et les fruits associés. Il y a un maximum de légumes. Les féculents, pour un quart. Féculents, patates douces, pommes de terre, pâtes, riz, pain, au levain. Pas blanc. Le plus complet possible, avec ce qu'on appelle souvent, vous avez le plus index glycémique. Le plus bas possible, le plus complet possible. De l'huile. VVPO. C'est quoi ce truc? Oh, ils sont forts, ils sont forts. Viande, volaille, poisson et œufs. Pas d'entraînement. Je suis à ce stade-là. Ça, c'est mon repas de midi, c'est mon repas du soir. On est d'accord? On ne saute pas de repas. J'ai bien déjeuné. Collation encore à moi. Ok. Par contre, je m'entraîne. Et là, dans ce cadre-là, comme je prépare pour un semi-marathon, je ne vais pas utiliser que les glucides, je vais utiliser aussi les lipides, L, que vous voyez là, parce que quelque part, vous allez épuiser votre stock de sucre. Même avec une boisson d'effort, vous allez épuiser une partie du sucre que vous avez dans vos muscles. Et donc, il va falloir renforcer évidemment la capacité du muscle à obtenir un peu plus de glucides par cette boisson d'effort. Je m'entraîne, mon assiette change. Mes légumes et les fruits, on diminue un peu en portion, mais aussi en méthode de cuisson. Je m'entraîne, je mets principalement des légumes cuits pour optimaliser la digestibilité des fibres. Précédemment, j'ai oublié de mettre en évidence le fait que quand j'ai la moitié, ce sera quand même dit après un petit moment, mais il n'est pas plus cru, il est cru très intéressant. Dans un cadre où je m'entraîne, j'ai un repas de midi, je m'entraîne, le soir je rentre, aussi bien le midi que le soir, n'hésitez pas à mettre des légumes cuits. Féculents plus importants, parce que je m'entraîne. Les matières grasses, légèrement diminuées, mais je ne les oublie surtout pas. Et VVPO. Je ne les oublie pas pourquoi? Parce que je vais utiliser la règle des 3 heures. C'est-à-dire, oui. Moi, je prends mon repas complet à 5h30 voire 6h du matin. Oui. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça? Le repas complet, non, parce qu'il suffit simplement, idéalement, alors le repas complet, 3 heures après, faire son activité physique, et c'est parti, c'est le même. Mais je ne fais pas de sport avant le soir, moi je prends mon repas complet le matin. Oui, bien sûr. Voilà. Tant qu'on a une bonne préparation, idéal, quand on est sportif, on doit positionner les légumes. Alors, quand on les positionne à certaines heures, c'est vrai qu'on est ancré dans un schéma effectivement très standardisé, le matin, le midi et le soir. Mais il y a certains qui bossent différemment, qui ont des méthodes différentes. Aucun problème. Moi, tant qu'on apporte effectivement tous les nutriments nécessaires tout au long de la journée, qu'on s'organise, c'est le principal. Et si j'ai un repas complet comme celui-ci, avec du poisson par exemple, certainement pas de poisson dans ce cadre-là, par contre du poulet plus facile à digérer, et de l'huile, mais il est clair que je ne vais pas démarrer 1 heure après une assiette comme ça. Hein. Je démarre 3 heures après. Ok?
c'est même que les légumes cuits par rapport au nous de marathon, ben, si on commence à manger des légumes cuits après, Ah oui, non, mais ici on n'est pas la veille des marathons. Ici on est en préparation du semi-marathon dans un cadre d'entraînement. On n'est pas du tout la veille de la. Là, ça, j'en parle le 26. même pour des entraînements, si je dois sortir, de 2h30, 3h, la veille, il va manger des escaroles. Sinon, Nous savons déjà que tu digères très mal l'escarole. Ça, c'est déjà des effectivement. Voilà. Mais ça dépend à quelle heure tu pars, parce que tu ne partiras pas à jeun pour 2-3 heures déjà. Ce qui veut dire que tu peux tout à fait manger des légumes. Tout à fait, sans problème. La seule chose, c'est que tu verras quel type de légumes vont t'aller, tout simplement. Donc tes carottes, certainement pas. Hein, pour toi, ça n'ira pas. Par exemple, tu vas faire des carottes cuites le soir, il n'y aura qu'un problème. Et le lendemain matin, tu vas quand même déjeuner. Tu vas seulement partir pour 2-3 heures, tu vas déjeuner. Tu ne peux pas partir de 3 heures à jeun comme ça. Tu déjeuneras, tu iras faire ton activité physique. 2-3 heures à jeun, je vais en parler, jamais d'avis. Okay, très dangereux pour le corps. Certainement pas un bon message à garder. Tu le fais, ça c'est pour toi, mais pas un message à diffuser. On va résumer la situation. J'ai une assiette, besoin de légumes, ok? Cuit ou cru, ils vont vous apporter toutes les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants, les glucides, donc une partie ici ne porte pas d'énergie. La fibre en apporte un tout petit peu, mais les minéraux, les vitamines, les antioxydants n'apportent pas d'énergie. C'est très 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 important. Vous avez ensuite les glucides. Et là, on va différencier la quantité de glucides que l'on va consommer. Ok? Selon l'intensité. Imaginez-vous, je m'entraîne 3 fois par semaine. J'ai besoin, si je m'entraîne 3 fois par semaine, d'approximativement entre 5 et 6 grammes par kilo de poids corporel par jour de glucides totaux. Ok? Si j'ai un entraînement entre 3 et 4 entraînements semaine, je vais monter entre 6 et 8 grammes. Si je suis à 4, 5, 6 entraînements semaine, je vais monter entre 8 et 10 grammes par kilo de poids corporel par jour de glucides totaux. Ok? Les graisses, toujours très important. Les protéines, je vais augmenter la quantité de protéines, oui, augmenter la quantité de protéines par rapport à une population sédentaire. Le sédentaire, il a besoin de 0,8 maximum 1, ben oui, on va légèrement augmenter les besoins en protéines. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, évidemment, de réparer vos muscles. Ok? Ah ben, comment? Ah ben, ça, on va en parler. On va en parler de l'entraînement. Alors, après l'entraînement, c'est l'essentiel. Si vous faites une erreur avant, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Après, vous ne pouvez jamais faire d'erreur. L'essentiel, quand vous allez sortir d'ici, je vais déjà vous le dire, quand vous sortirez d'ici, vous devez retenir quelques éléments. C'est l'hydratation et manger après l'entraînement. C'est essentiel. Voici une erreur avant, vous n'avez pas eu l'occasion de manger des légumes avant, etc. Ça, pas de problème. Après, ça, vous dérapez ça, vous vous blessez. Les sources de protéines. Parce que vous avez des végétariens, vous avez des véganes, vous avez effectivement des tendances végétariennes, etc., etc. Sachez simplement que on peut tout à fait être un sportif de bon niveau, même de très haut niveau, et de très haut niveau, effectivement, qui sont végétariens, moi végétaliens. Donc j'ai aucun problème dans ce cadre-là. Simplement savoir qu'il y a des complémentarités l'un par rapport à l'autre, mais que pas de souci. Par contre, j'ai un souci si vous mangez évidemment toujours le même type de viande, toujours le même type de poisson, ou que des œufs, jamais de viande, ainsi de suite. Voilà. La complémentarité est importante, et quelque part l'avantage des végétariens, c'est que pour des hauts niveaux, ils ont une complémentarité, eux, exemplaire en termes de diversité alimentaire. Pratiquement, ça veut dire quoi? Et c'est ça qui est le plus intéressant finalement, on est là pour ça, c'est parler de l'aspect pratique. En légumes, je vais manger 2 à 3 grosses portions effectivement par jour. Idéalement colorées. Surtout cette saison, on peut encore le faire sans problème. 2 saisons, très important, pour apporter tous les micronutriments nécessaires. Une portion cuite, une portion crue dans la partition, parce que vous avez certaines substances qui peuvent être très importantes apportées par la cuisson, comme d'autres, quand vous prendrez du cru, ben vous aurez cette complémentarité. Donc
Donc j'ai tendance effectivement à varier. Ok? Les fruits, oui, bien sûr. Les légumineuses, j'aime beaucoup, mais il faut s'adapter. Il faut voir si avec l'escarole ça passe, mais effectivement, on va essayer. Moi j'adore, je trouve que ça passe très très bien, mais c'est vrai que chez certaines personnes, ils me disent ouh là là, ça a été joyeux à la maison. Mais c'est à tester. VVPO, là encore on différencie comme avec les glucides. Vous vous souvenez, je parlé des glucides. Si vous avez 3 courses à pied par semaine d'entraînement, vous devez au moins avoir une portion de VVPO. Ça, c'est si vous n'êtes pas végétarien ou végétalien, et ainsi de suite. Hein, ça va, ça c'est une parenthèse. Hein. Mais si vous n'êtes pas végétarien, vous mangez de la viande, du poisson, œufs, etc., au moins une portion sur la journée. Si vous êtes à 4 à 5 entraînements par semaine, et voire plus, à 6, voire 7, mais il est clair que vous devez avoir 2 portions de sources de protéines biologiquement intéressantes. On est d'accord? Ah, la portion? Pas d'autres questions? La portion, c'est le quart, comme je dis, c'est le quart en fait de l'assiette. Moi, lorsqu'on est en catégorie, moi je donne un exemple. Pour une course à pied, je donne rarement le poids, parce qu'on se connaît de toute manière. Quand on est à faire un judoka ou en catégorie de poids, on va calculer exactement le poids qu'il faut en viande, etc. Quand on est en semi-marathon ou en marathon professionnel, évidemment qu'on va faire des pesées. Mais ici, dans un cadre amateur, généralement, j'ai tendance à prep sur les portions. C'est-à-dire, vous prenez le quart de votre assiette, elle doit être remplie, évidemment, soit d'un ou 2 œufs, soit d'un bon morceau de volaille, d'une viande, et ainsi de suite. Voilà. La hauteur. Bonne question. 4 steaks. Soyons raisonnables, un steak c'est suffisant. Donc la portion, j'aurais tendance à dire, si on n'est pas en catégorie de poids, on n'est pas professionnel, je n'ai pas tendance à le calculer. Ici, je ne le calcule pas, je dis simplement la portion. Donc, certains travaillent avec la main, le poing, vous avez vu ça, la technique. Hein. Chacun peut trouver sa technique. Je pense qu'en général, on se connaît, on a tendance à dire, ok, ça passe bien, ça fonctionne bien. Si on a des doutes, on contacte un professionnel de la santé, on contacte des personnes comme moi et on fait une analyse complète ensemble, c'est pas un problème. Mais ceci dit, c'est la raison pour laquelle j'ai bien séparé la moitié, le quart, un peu diminué par évidemment la matière grasse qui doit représenter 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Très très important et essentiel. Votre peau, votre structure, elle tient grâce à quoi? À la graisse. Grosse erreur de croire effectivement qu'on va être super sportif si on diminue la quantité de matière grasse. Grave erreur. Mais il n'y a jamais de détail là-dessus, je pense ça. Simple comme bonjour. Et il ne termine pas la course. Les céréales féculents, 3 à 5 portions. Ça, c'est si évidemment dans un schéma, comme j'ai dit tout à l'heure, un schéma, on va dire presque de moitié-moitié, un quart, une demi. Ok, vous augmentez les portions évidemment si vous devez évidemment augmenter la quantité de céréales de féculents. Ça va? Oui? Ça vous paraît clair? Alors la question c'est effectivement, je pense qu'il y a une question que vous pourrez se poser effectivement, c'est dois-je manger de suite après le sport? Je ne sais plus qui a parlé de ça tout à l'heure, enfin voilà. L'élément clé quelque part c'est manger après l'activité physique. Et immédiatement après. Vous avez ce qu'on appelle une fenêtre métabolique. On est à peu près une demi-heure pour la plupart des personnes, certains c'est 20 minutes, certains c'est 3 quarts d'heure, 1 heure, mais dans la demi-heure on généralise en disant dans la demi-heure vous devez consommer. Et on a fait des... Alors c'est très facile parce qu'on pourrait faire le test ici, s'amuser en termes de récupération de stockage de glycogène. Ce fameux, quelque part, seul élément de stockage d'énergie, à part le gras évidemment, le stockage d'énergie pratique et facilement disponible pour le corps, qu'est le glycogène. Vous pouvez évidemment le stocker beaucoup plus si vous associez des glucides avec des protéines. Là, vous avez une différence significative. Vous stockez beaucoup plus. Après une activité physique, si je mange des glucides et des protéines ensemble, vous restockez votre source d'énergie efficace pour la prochaine fois. Si vous associez les deux, si je sépare les deux, le pire c'est la protéine. Je mange que de la protéine. Vous n'avez quasiment pas de modification. Super. Un truc qui est bien, c'est que pour le muscle, vous allez l'aider le muscle, vous allez l'aider à réparer.
mais vous n'allez pas du tout aider votre corps à se ressourcer. Si je ne prends que des sucres, bah, vous allez légèrement l'aider. Okay. Mais si je combine idéalement des sucres et des protéines, ça c'est parfait. Et donc, quelque part pour répondre à une question, ce qui est essentiel, c'est qu'on peut faire une erreur avant, mais on ne peut jamais faire d'erreur après. Parce que cette fenêtre métabolique, malheureusement, et on ne sait pas très bien pour quelle raison, mais quelque part, s'il y a un jour auquel on a une raison, ce serait chouette de savoir, elle est très courte en fait. Elle ne dure pas 3 heures, elle dure à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure max pour le plus chanceux. Il faut aller plus vite. C'est pour ça que j'ai quelque part, certaines personnes me disent oui, mais écoute Pierre, moi j'habite loin, j'habite à 3 heures là. Mais un chèque, mon gars, tu prends un chèque, tu prépares des choses. Et je vous ai mis quelques recettes. Très faciles, très basiques. Vous prenez votre yaourt, qu'il soit végétal, animal. Attention que le lait de vache, produit laitier, bah, sera toujours toléré par tout le monde. Ok. Ceci dit, je préfère qu'on prenne un yaourt plutôt qu'un du lait. Tout simplement, ça passe beaucoup mieux. Le produit fermenté travaille beaucoup mieux. Vous mettez une banane. Alors, j'ai mis une proportion tout simplement. Pourquoi? Parce que vous devez avoir une proportion de 1 pour 4. Ok? C'est-à-dire que vous devez avoir une portion de protéines pour 4 portions de glucides. C'est un format qui est standard au niveau international, que tout le monde utilise aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels et les élites. Okay, on a des jeunes qui vont aux Jeux Olympiques, ben, ils font des formulations comme ça. Et par rapport au poids, ben, il est normal évidemment que vous allez simplement augmenter la quantité simplement parce que votre masse musculaire, votre masse grasse, votre masse est plus importante. Voilà. Noisette amande, ici vous pouvez le traduire. Moi je le traduis par exemple par de la cuillère à soupe en fait de purée d'amande, purée de noisettes, purée de cacahuètes. C'est délicieux. J'adore. Hein. Moi je suis un grand fan de shake comme ça, c'est super bon. Après, si vous voulez un jour, celui qui veut, on peut faire des ateliers. Moi on peut faire des ateliers sur les shakes. Après, il y a des formulations qui sont super. Hein. Moi j'en ai qui adorent. Hein. J'en ai même qui donnent ça aux enfants tellement que c'est bon. Hein. Voilà. Ici c'est un truc très basique que j'ai voulu simplement montrer, mais en évidence. BCAA pour celui qui connaît. Hein, ce sont les acides aminés à chaîne ramifiée que certains consomment après, mais j'ai aucun problème. Vous pouvez les consommer après. Ça... Par contre, oui, alors avant en fait, toutes les études ont été faites. Et avant, on voit pas de différence. C'est surprenant parce que je t'avoue aussi que moi aussi j'étais persuadé effectivement qu'avant il y a une logique derrière. Ce qui me perturbe, c'est qu'au niveau physiologique, tous les tests qui ont été faits n'ont jamais rien démontré avant. Par contre, après, alors là oui. Donc, j'ai tendance à dire, voilà, faisons ce que l'on sait avec certitude. Maintenant, celui qui a plus d'argent à dépenser là-dedans pour le prendre avant, et il peut prendre ma famille et ça, il n'y a pas de problème, parce que ça coûte cher. Hein. Donc j'ai tendance à dire, utilisons-le là où on sait, où c'est efficace. D'accord? Un autre exemple, ben, si je veux faire un shake, je fais une petite tartine, c'est bon aussi, hein, avec de la confiture, pain au levain, super important. Le levain, c'est le jour et la nuit entre de la levure. Hein. Ouais, il faut savoir aussi. Hein, du pain au levain dans la région, vous en avez sur les magasins bio qui sont exceptionnels. Et donc, il faut du levain. Noisettes, dattes, yaourt de chèvre, morceaux, vous pouvez tout mixer ensemble si vous voulez. Hein. Tout mixer si vous avez envie sans problème. Mais par contre, il est essentiel, au minimum, ces deux éléments-là, de les consommer après une activité physique. C'est essentiel. Alors, petit exercice. Maintenant, vous savez tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette assiette qui est là, ici en haut à gauche? Alors super, il y a des légumes, il y a des tomates, c'est pas du tout de saison, c'est pas grave. Du parmesan, certainement, et on dirait du bœuf. Ou du poulet peut-être. Il n'y a pas de féculents. Il n'y a pas de féculents, bah oui, évidemment. C'est sympa, bien sûr, il y a des protéines, je suis sûr. Mais qu'est-ce qui manque? Déjà, il manque un peu, bon, bah, c'est pas les légumes de saison, mais il manque un peu de légumes quand même. Parce qu'un petit tapis de salade comme ça, c'est bon pour le lapin, hein, les enfants. Hein. Mais moi, je vous rajouterai évidemment des légumes et des féculents. Et ça ici, j'adore. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, mais je suis un peu le sport. Pourquoi pas? Moi, je les bien. Ça, c'est quoi? Les poulets d'Ikea. C'est
des falafels. On sait ce qu'ils mangent chez Ikea. Donc déjà, on n'a pas beaucoup de saison, mais en fait, il faut savoir ici, ça risque effectivement d'être vachement épicé avec du frit. C'est pas toujours bien toléré chez les personnes. Mais le frit n'est pas conseillé effectivement après une sortie sportive. Ok? Et là, super ça. Moi j'ai des amis qui vont adorer ça. Il y a que des crudités. Oui, il y a un peu de fromage, mais bon, il y a un peu de crème. Mais il y a que des crudités. Donc il faudra ajouter effectivement une source de protéines. Et quoi? Parce qu'il y a des glucides dans les légumes, sans problème. Mais il en manque évidemment, hein. Il faut des féculents, c'est clair. Et là, un bowl, comme ils appellent ça, c'est chouette, hein. J'adore aussi, hein, c'est beau. C'est beau et c'est bon. À votre avis, parce que là c'est chouette, hein. Il y a patate douce, il y a des légumineuses, il y a de l'avocat extraordinaire. Si vous adorez l'avocat, vous mangez tous les jours, aucun souci. Délicieux. Là vous avez des légumes, petite salade, champignons, vous avez des graines de sésame, des graines de chia. Ouh, pas mal, hein. C'est quoi le défaut? Là, il n'y a pas de protéines. Ouais, il y a une viande, là, il y a du poulet ou un truc comme ça, là, tout à fait. Ah, il met plein d'huile. C'est quoi le problème? Je viens de faire 2h30. Hein. Vous pensez que je vais manger ça? Il m'en faut 2 comme ça, ou 3. C'est la portion qui est trop petite. Subtil. Elle doit être prof. Mathématiques, non? Et ça? Je savais que ça avait du succès. C'est ce qui vous attend à la sortie. Non, c'est une blague. Ah ouais, ça j'adore. Ça, à la rigueur, je veux peut-être la mettre de côté. Après avoir mangé, je mettrais peut-être bien ça comme dessert. Bon, ça, on va essayer de limiter. Alors ça, c'est une belle assiette, hein, j'aime bien, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Bah, c'est sympa, ça reste là. C'est sympa, il n'y a pas assez de légumes, gros morceau de viande, c'est sympa, mais il n'y a pas assez de purée, enfin, il n'y a pas assez là aussi. Hein. C'est beau, hein? Bah, évidemment, là, il y en a évidemment quand ils vont terminer une course, c'est formidable parce qu'ils me disent que j'ai plus faim, j'ai mangé tous les chips. Il y avait super, mais j'ai dit, mais t'as mangé quoi? Mais écoute, il y avait 3 bols, j'ai mangé les 3 bols. J'ai plus faim. Bah oui, mon gars, tu vas te forcer parce que c'est pas avec les chips que tu vas te nourrir. Ah, donc, il va falloir effectivement manger autre chose. Et alors, ce qui est chouette, moi je vous avoue, hein, j'ai déjà fait aussi, hein, mais faites-le après d'être, je sais pas, sur le podium, quoi, ou après avoir réussi votre objectif. Mais n'allez pas à chaque fois manger un hamburger, évidemment, à la maison, si c'est pas encore que maison, à la rigueur, ce serait fou. On aime encore bien, mon épouse et moi, on encore bien. Mais c'est réfléchi. Il n'y a pas qu'une feuille de légumes, il y a plein de légumes à côté. Alors, je vais vous donner quelques exemples, quelques tableaux, je vais aller très très vite dessus, ok? Vous pouvez faire des photos, en fait, simplement vous donner quelques exemples avec la composition et les grammages, je vous donne la quantité glucidique, protéique et sans les lipides. Mais par exemple, d'un déjeuner selon votre poids. Okay, vous allez simplement, c'est un point de repère, okay, c'est pas la formule miracle, c'est pas là pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est un point de repère, ça vous donne des idées, tout simplement. Ok? Et je vous avoue que je n'ai pas changé parce que maintenant on n'est plus en saison du fruit de la passion, mais après il y a encore le fruit de la passion, c'est pas grave. Ça donne simplement une idée, voilà. Moi j'adore beaucoup évidemment les fromages et tout ce qui est chèvre et brebis. J'aime pas beaucoup la vache. Tout ce qui est en vache, à la rigueur, le yaourt, tout ce produit fermenté, ça passe bien. Le reste, chez moi, il passe pas du tout. Et en plus, il faut savoir que en termes d'entraînement, ce qui est le problème du lait, c'est que le lait en soi de vache il est pro-inflammatoire. Okay, si un jour vous avez envie, on peut organiser une réunion dessus. J'ai le cas par à peu près 4 heures dessus. Vous avez fait l'exemple de dîner avec ce qui est susceptible d'être pris par une personne. Alors, attention que l'exemple que je vous donne, c'est l'exemple d'une personne qui va courir 3 fois semaine. Okay, on est sur un grammage 3 fois semaine avec 5 à 6 grammes de glucides par jour par kilo de poids corporel. Okay, on n'est pas dans un processus ici où on court
6 fois sur la semaine. On est au-delà parce que dans les 6 fois, il y a aussi des collations et ainsi de suite. Voilà. Ça donne au moins une idée globale. Une suivante ici avec les pâtes complètes, et ainsi de suite. Ça va? Parfait. Et un élément essentiel. Ah, attendez, oui. J'ai vu le stress. Non? Évidemment, vous avez récupéré, il est essentiel de bien dormir. Ce qui n'est jamais simple. Hein, il est clair que si j'ai mangé tard, il faut manger si j'ai mangé tard. Je ne vais peut-être pas manger évidemment une assiette complète, je vais peut-être faire un shake et ainsi de suite s'il est très très tard, c'est clair. Mais je vais manger et je vais essayer de canaliser mon énergie pour à un moment aller bien dormir. Un nombre d'heures est important. Si je n'ai pas un nombre d'heures important, j'essaie de corriger ça par des siestes. Ok? Débranchez votre GSM et vous laissez dormir. Alors, certaines personnes se posent la question, est-ce qu'il est important de régulariser son poids? Parce que là, on n'a pas arrêté de parler de manger. C'est compliqué hein, de récupérer son poids avec ça. Quand vous voyez la différence entre 2,5 kg de graisse, 2,5 kg de muscle, en termes de volume, d'espace que ça peut prendre dans votre corps, vous comprenez que ça prend de l'espace, c'est sûr, beaucoup de volume. Est-ce que c'est ça qui va diminuer votre performance? Mais pas toujours. Mais dans un cadre d'une course à pied, évidemment, le fait de perdre du poids, d'aller plus vers votre poids de forme, va faire en sorte que vous allez gagner du temps. Ça, on le sait. Ceci dit, l'obsession de perdre du poids, absolument, l'important, c'est de ne pas perdre du poids rapidement, c'est de le faire intelligemment. De faire en sorte de faire confiance à des professionnels qui vont vous aider à diminuer le poids progressivement. Ça va peut-être pas évidemment l'objectif, peut-être pour le marathon, le premier qui arrive peut-être dans l'année que vous voulez faire, mais le suivant. Parce que quelquefois, le surpoids peut être effectivement un élément qui, malheureusement, qui aggrave une situation de surcharge sur les genoux, sur les hanches et ainsi de suite. Ça va? Alors, moi, quand on me parle évidemment de perdre du poids, j'ai tendance à dire oui, ne le faites pas seul. Allez voir vos nutritionnistes, hein, vos diététiciens. Évidemment, essayez qu'il ait une petite porte comme ça, c'est très dangereux. C'est risqué. C'est assez sympa. Mais bon, il y a quelque part, pour chacun d'entre vous, il y en a plein ici, il faut savoir qu'il y a plein de diététiciens qui sont super sympas parce qu'ils sont venus me voir, vous dire bonjour, assister à la conférence. Donc il y en a plein ici dans la salle. Et j'adore parce que les visages sont en train de se dire c'est qui celui-là. Et en fait, ils sont à votre disposition. Ce sont des professionnels de la santé qui sont entraînés, chacun sa spécialité. Hein. Il y en a certains qui sont orientés sur l'obésité, d'autres sur les enfants, sur le bio, sur les sportifs, et ainsi de suite. Mais voilà, faites confiance si un jour vous voulez ne fût-ce qu'avoir des bilans, ça vaut la peine. Hein. C'est le même exercice que je me posais aussi. La question qui disait personne tout à l'heure, est-ce que ça vaut la peine de faire un test? Oui. Ça vaut la peine toujours de faire un test, savoir où on en est effectivement au niveau nutritionnel, où on en est au niveau de sa matière grasse, hein, si on est dans les normes ou pas, tout simplement. Maintenant, pour moi, ne rien dire, c'est comment vous vous sentez surtout. Et où vous voulez aller. Ça, c'est un élément important. Quelle performance? Parce qu'en nutrition du sport, par exemple, on va dire la nutrition du sport, on peut aller très loin dans la performance. Mais s'il n'y a pas d'entraînement, ça ne marche pas. Ça, je te le dis. Alors ça c'est une question souvent qu'on me pose, alors je me suis dit non, je ne vais pas attendre qu'on me pose la question. À jeun ou pas à jeun? Alors qui a déjà couru à jeun? Ma parole. Presque toujours. Ok. Qui était malade après? Personne. En fait, on peut tout à fait courir à jeun. Il n'y a aucun problème. Quand vous courez à jeun, ce qui se passe, c'est que la source de glucides s'épuise. Et vous allez travailler sur les lipides, vos graisses. Vous allez puiser dedans. Ok?
Et vous allez d'abord aller chercher les graisses que vous trouvez dans les muscles, triglycérides dans les muscles. Et ensuite, dans les gras extérieurs. C'est là qu'on me dit, tu peux pas passer directement là? C'est pas plus vite. Et voilà, ça c'est un élément important. Et dans cette couche de gras extérieur et suivant extérieur, et vous avez une quantité phénoménale. Vous aussi, tout le monde, ne vous inquiétez pas. On a à peu près 12% chez l'homme et 15 à 18% chez la femme. Là, il y a de quoi à peu près courir 10-15 marathons sans s'arrêter, en termes d'énergie. Vous avez du chemin pour la performance, il n'y a aucun problème. Ça va? Donc, bien sûr, ce qui est très important à jeun, par contre, je vais encore différencier et segmenter ça en deux parties. Les personnes, effectivement, qui démarrent quelque part la course à pied. Ils disent, le premier objectif, j'ai déjà fait, je cours pour ma forme, 5, 10, et je mets comme objectif 15, ou peut-être même 21, ok, fin mars. Là, je veux effectivement un poids de forme. Ce que je vais faire, je vais travailler évidemment sur une charge au niveau énergétique lente. Ça veut dire qu'on va faire un calcul rapide. Prenez 220 moins l'âge, vous connaissez effectivement votre rythme cardiovasculaire maximal. Et vous allez prendre de ce chiffre entre 50 et 60%, et vous allez courir à ce rythme cardiovasculaire. Pour certains, vous allez me dire, ah, Pierre, c'est vachement lent. Et oui. C'est dans ce schéma-là que vous allez puiser les graisses. Si vous passez les 80% de votre rythme cardiovasculaire, vous n'allez pas puiser dans vos graisses. Vous allez puiser dans vos glucides, dans vos réserves, dans votre glycogène. Raison pour laquelle les personnes qui démarrent, vous allez courir à jeun entre 30 et 45 minutes maximum. Ceux qui vont courir beaucoup plus vite vont puiser dans le glycogène, pour l'épuiser entre autres, c'est une technique. Vous allez ne pas dépasser l'heure. Au-delà d'une heure, physiologiquement, aucun intérêt. Tout ce que vous augmentez, c'est la probabilité de multiplier par 2 toutes les 10 minutes le risque d'avoir un accident. Si vous êtes rentier, c'est pas grave. Si vous bossez, c'est très embêtant. Donc, deux techniques différentes. Je cours très lentement, à jeun, je puise dans mes graisses. Je vais fondre, tout simplement. À la condition que je respecte ce que je dis après. Quand je rentre à l'entraînement, qu'est-ce que je fais? Je me suis pesé, je mange tout de suite. Voilà la règle. Je ne mange pas en me pesant. Mais si effectivement, bonne réflexion, si tu as fait la pesée, fais la pesée puis tu manges. Il faut manger tout de suite. On est d'accord? La plus grosse erreur que vous pourriez faire, c'est dire ouais, c'est bon, c'est cool, ouais, je ne crois pas ce truc-là, c'est bon, je veux au boulot, je mange pas, moi je vais éliminer. Ok. Si c'est votre truc, ben, je vous souhaite bon amusement. Parce que je vous verrai dans les années qui viennent. Ou mon épouse qui est médecin du sport, vous verra effectivement parce que vous avez un gros bobo. Monsieur bien, vous verra effectivement en consultation d'ostéopathie. Parce que vous aurez des gros problèmes musculaires. Si ce n'est pas la déchirure, si ce n'est pas un gros pépin qui vous handicapera pour la course à pied ultérieure. Là, on ne déconne pas, ça peut amener de gros problèmes locomoteurs. Ok? Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez peut-être reconnaître quelques champions dedans. Peut-être la région de Mons. Voilà. Elle est sponsorisée évidemment, mais vous allez voir, elle est super encourageante. Vous allez sortir d'ici, vous allez voler. C'est pas au matos. Quand il veut, hein. Quand il veut. Bon, c'est dommage. Bon, c'est dommage, c'est une vidéo qui est très encourageante.
On verra si elle fonctionne après. J'ai dû changer le matériau au dernier moment, donc peut-être qu'effectivement elle n'est pas fonctionnelle. C'est une vidéo d'encouragement, simplement en fait pour motiver les personnes à aller courir. C'est vrai qu'il y en a qui jouent, qui courent en musique, d'autres courent. Moi j'aime bien être stimulé par des images, j'aime bien être stimulé par des gens qui sont performants. Ça me donne envie effectivement d'aller un peu plus loin. J'espère effectivement que je vous ai fait partager ma passion. Moi, je voudrais simplement remercier. On verra la vidéo d'après en fait, on verra si celle du dessous fonctionne. Voilà. Moi je vous donne rendez-vous déjà, en fait, le 26 février pour la suite, où là je vais aborder effectivement des sujets plus spécifiques que sont effectivement les données particulières lorsque l'on court, lorsqu'on va courir le semi-marathon, la veille, l'avant-veille et les 3 jours avant, ce que l'on va consommer en termes d'aliments. Parce qu'on ne va pas manger la même chose qu'à l'entraînement lorsqu'on va préparer évidemment le top départ de la course. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition pour vos questions. Voilà, je ne sais pas s'il y a une question ou pas. Tout le monde est crevé, fatigué. Ah oui, c'est pas un problème, c'est notre boulot. Donc, madame a été opérée, elle a eu un bypass. Elle posait la question évidemment par rapport à ce que j'ai proposé, mais c'est pas possible. Tout à fait logique. Donc elle demandait si je pouvais l'aider. Bien sûr, ça fait partie de notre métier. Quel que soit, même tous les diététiciens ici peuvent effectivement vous aider dans ce cas-là. Maintenant, comme c'est un cadre, un sport, évidemment c'est ma spécialité, oui, bien sûr, on peut vous aider, bien sûr. Moi, une petite question. Quand je prends mon repas complet très tôt le matin, je vois que le déjeuner, moi je peux l'augmenter parce que ça triple par rapport à la journée complète de travail. Alors ce qu'il faut, c'est répartir votre alimentation sur la journée du travail aussi. Est-ce que c'est possible de manger pendant le travail? Il y a des pauses quand même ou pas? J'avoue, vraiment très dur. J'ai la possibilité. Voilà. Donc, s'il y a la possibilité, en fait, moi je fractionnerai, donc je déjeunerai sans problème et je fractionnerai pour me permettre d'avoir un repas qui vous connaissent tous là, en fait, il y a que donc, moi je fractionnerai effectivement pour avoir un apport, je dirais, en glucides, en protéines tout au long de la journée pour permettre effectivement, parce que l'alimentation avant l'exercice, il va vous donner la capacité de pouvoir faire tout l'effort pendant 2-3 heures en fait, c'est ça. Et après vous rentrez, vous mangez bien. Donc répartir plus alors peut-être, sans problème. Comment? Oui. Non, il ne s'entraîne pas après, justement, il ne s'entraîne pas. Il a mangé. Oui, voilà, c'est son point principal. Une autre question? Les huiles. Alors, excellente question, il y en a qui a suivi. Sur les huiles alimentaires, et ça fait penser que j'ai oublié de dire une chose. Les huiles, je ne cuis pas avec l'huile, je mets de l'huile après cuisson, évidemment. Parce qu'une huile cuite, c'est une huile dénaturée. Ok? Alors, je vais généraliser en disant toutes les huiles, point à la ligne. Ça va? Même l'huile d'olive, moi jamais après. Maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, je veux me faire une patate cuissonnée, bien sûr, c'est pas de problème, côté plaisir. Mais je vais majoritairement, dans 90% des cas, mettre les huiles en simplement, alors je vais mettre ça en assaisonnement, c'est-à-dire en pré-cuisson, ou sur la légume, etc. Les huiles utilisées sont les suivantes. Vous avez l'huile d'olive, et qui apporte beaucoup d'oméga 9. Ok? Ça c'est un élément important. Après, vous devez apporter beaucoup d'oméga 3. On entend souvent, souvent l'huile, le poisson est une source d'oméga 3, très important, très biodisponible, donc très facilement assimilable. Mais dans les huiles, vous avez quoi? Vous avez l'huile de colza, okay, facile, l'huile de noix. Avant, le problème c'est qu'elle est un peu chère cette année, je trouve, l'huile de noix. Vous avez l'huile de cameline, l'huile de cameline belge, en fait, que là vous trouverez principalement en magasin biologique. Je suis un grand défenseur parce qu'on a des productions en fait en Belgique d'huile de cameline, c'est exceptionnel. Déjà, elle est parfumée. Tous les restos étoilés en Belgique utilisent l'huile de cameline. Donc, on leur fait connaître, c'est top. Et très très intéressant, vous mélangez ces huiles-là. À part l'huile d'olive, toutes les huiles doivent être dans le frigo. Porte du frigo. Oui.
Bon, maintenant il fait peut-être froid, si vous avez une pièce à l'arrière, c'est pas un problème, ça peut se figer, c'est pas trop grave. Mais toutes les huiles doivent être dans le frigo, à part l'huile d'olive. Ouais. J'ai appris un truc aujourd'hui. Je suis fort. Par contre, n'hésitez pas, le matin, si vous aimez bien le beurre au lait cru, pas les trucs, franchement, les BSN, des trucs comme ça, laissez tomber. Hein. Ça, je vais être vulgaire, c'est de la merde. Ok? Un bon beurre au lait cru, rien de mieux. Acide gras, parfait. Chaîne courte, très bien, facilement assimilable, excellent pour la santé. Si vous n'avez pas d'acide gras saturé, chez l'animal, quand on supprime les acides gras saturés, qu'on fait une expérimentation, on ne fait pas chez l'homme, hein, parce que c'est interdit, l'animal il meurt. Voilà, tout simplement. Donc vous devez avoir aussi des acides gras saturés, bien sûr, et ça doit être même la majorité par rapport à tous les autres. Raison pour laquelle on dit, vous mangez un peu de viande, mangez de céréales. Et par exemple, pour les personnes qui sont purement végétaliennes, véganes, on a quelquefois même un souci, parce que je dois leur introduire effectivement des matières grasses en fait saturées. Voilà. Ça, c'est effectivement un souci chez eux. Et pour la cuisson des aliments, vous considérez quoi alors pas griller? Alors, cuisson basique, hein, moi, la vapeur, j'aime beaucoup. Les poêles anti-adhérentes, ça peut très bien fonctionner. Tout dépend ce que l'on cuit. C'est le légume. L'avantage de la cuisson vapeur du légume, c'est que vous mettez ça dans votre truc à vapeur, et vous faites autre chose. Hein. Ting! Et hop, j'y laisse, c'est fait. Voilà, la cuisson basse température, à quoi ça sert de rester autour de la poêle? Et quand ça fait tchhh, il y en a partout, t'as mon téléphone, je sais pas répondre, c'est brûlé, ça va. Non, faites une cuisson basse température, vous laissez oui, ça prend une demi-heure en plus. C'est pas grave, faites autre chose pendant ce moment-là, il y a moins de danger. Donc, une cuisson pas traumatisante, on va dire. Ah, quand vous aimez, évidemment, si vous aimez bien le steak comme du béton, oui, vous mangez moins de steak. Vous pouvez vous en manger, hein. Mais vous le ferez alors à votre manière et vous ferez plaisir. Mais entre-temps, je vous dirais, ok, mais on trouve un compromis, on va faire autre chose à côté aussi, les autres jours. Ok? Parce que sinon, ça n'ira pas. Voilà. Donc on essaie de trouver la méthode de cuisson qui soit simplement, et c'est logique à ce que je vous dis, parce que ça, vous le savez déjà. Simplement, là, moi je suis là pour vous stimuler. Vous le savez, vous avez un cuit vapeur, il y en a qui ont des cuits vapeur à la maison. Qui a un cuit vapeur à la maison? Qui ne l'utilise pas? Je comprends mal. Ah ouais. Oui, mais tu vas l'utiliser maintenant. Dis oui, tu vas l'utiliser maintenant. Une question. Non, t'as pas de question? Ben, si t'as levé le bras, c'est pour que tu veux te présenter. Comment? T'as un cul vapeur, c'est ça. Je pensais que tu voulais te présenter. Ouais. Je voulais savoir ce que vous pensez des super aliments. Oui, les super aliments. Ah, mais ça me fait penser effectivement à des compléments. Je voulais vous dire, tiens, parce que je dis tout quoi. Ah, si, la question après. Oui, les super aliments. Alors, oui, moi je. Alors, comment dire? J'ai un côté. Mon cœur balance, on va dire. Un super aliment, le premier super aliment, à votre avis, c'est quoi le premier super aliment? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Un super aliment. L'eau n'est pas un aliment. Sur une bonne dame blanche. Non, c'est quoi? Les légumes, c'est ça vos super aliments. Ensuite, effectivement, tout ce qui est spiruline, bêta de goji, etc., elles ont toutes de spécificités. Il faut reconnaître effectivement qu'elles ont toutes des particularités. Est-ce que je vis dans l'Himalaya et capable de manger du goji? Non. Essayons d'abord de vivre avec ce que nous avons, ça nous coûtera largement moins cher, beaucoup plus intéressant. Essayons de répartir notre assiette de répartition comme je l'ai proposé, qui sera vachement plus efficace, effectivement, en termes de performance. Et après, j'ai pas de problème. J'ai un haut niveau qui me dit, effectivement, Pierre, j'ai vraiment spiruline. Ok, tu as respecté ça, ça fait déjà un an que tu le fais correctement, j'ai pas de problème. On va travailler là-dessus. Ok, pour des raisons XY. Le quinton, c'est la même chose. L'eau salée, c'est la même chose. J'ai plein de formules, en fait. Je pense d'avoir 3 cahiers à 4 avec plein de possibilités, en fait. Parce que je ne vais pas mettre de spiruline chez quelqu'un qui n'en a pas besoin. Je ne vais pas dire à la personne, oh, vous achetez la spiruline parce que j'ai envie de faire vivre le magasin du coin. Pas du tout. Si je te mets la spiruline, c'est qu'il y a une raison pas particulière. Et si tu es obsédé, tu veux absolument l'avoir, même si tu ne veux pas m'écouter, bah, je te dirais au moins,
Tu ne veux pas m'écouter, c'est pas grave. Alors je te donne le dosage que tu vas le prendre pour éviter toute connerie. Simplement ça. Généralement, les gens sont raisonnables, comme vous, j'imagine, et m'écoutent. Ça se passe bien. Mais en soi, les super-aliments, c'est déjà le légume. C'est déjà un élément super important. Et après, il y a plein de super-aliments possibles. Mais déjà, si on suit ça, on sera déjà super efficace. Alors, les compléments. Pas de complément. Oui, Moi, alors les après l'entraînement, je n'ai pas le temps de prendre un temps. Et du coup, je prends un grénaire, c'est une zone de protéines avec du glucides. Voilà, en fait, voilà, j'ai pas le temps de manger, je fais un shake. Un gainer, enfin voilà, c'est un shake, je fais un mélange avec de la whey par exemple, ok? Simplement ça, avec du lait dedans, végétal ou pas, avec, là moi je rajoute de la purée d'amande, etc. Je rajoute des choses dedans, je mets des flocons d'avoine, je rajoute des graines de chia, enfin, je rajoute un super aliment chez moi, je rajoute un super aliment qui est graines de chia, dedans, je fais un shake. J'ai pas le temps, je mange ça. Indispensable, je vous le dis, si vous sortez d'ici, que vous avez retenu effectivement, vous devez bien vous hydrater, que vous devez manger après votre entraînement, quelque part, j'ai tout gagné. Hein, c'est très important. Et comment? Alors je rajoute du miel dedans. Hein, je peux rajouter du miel qui est excellent. On peut rajouter de la fleur de coco qui est un index glycémique bas, hein, qui est un peu plus cher mais qui est excellent. Le sucre de canne rapadura, qui a un petit côté coloré mais qui est excellent au niveau du goût. On peut rajouter les sucres qu'on a envie, hein, mais il faut rajouter des sucres dedans, ça c'est clair. Hein. Donc c'est un mix complet. Et là je fais un shake soit très complet, hein, qui est un vrai repas. Ah, j'ai une portion évidemment, j'ai une portion de glucides pour une portion de protéines pour 4 de glucides et proportionnellement avec une quantité de protéines très importante, une quantité de glucides très importante aussi, hein, avec des sucres et alors un tout petit peu de graisse, mais ça c'est léger tout simplement. Tout dépend. Voilà, le cuillère d'huile, effectivement, ça c'est l'idéal tout simplement. Et en général, c'est même un peu laxatif. On essaye toujours de commencer par une cuillère à café d'huile, parce que certains me disent assez vite aux toilettes alors pendant la nuit. On essaye simplement une cuillère à café, puis on va faire la cuillère à soupe, et ça s'habitue très très vite. Très efficace. Par contre, si on peut manger un repas complet, on ira plus sur le repas complet. Pourquoi? Parce qu'on va mastiquer. On va envoyer un message au cerveau, effectivement, le même message qu'on disait, effectivement, en termes de tenue tout à l'heure, l'ostéopathe, Julien, c'est la même chose. Pour le cerveau, il a besoin de savoir les informations. Et si je ne sais pas faire autrement, je consomme après. Alors, en termes de compléments alimentaires, je terminerai là-dessus en disant une chose. Si demain vous devez en consommer, et demain je vous invite à en consommer. Pourquoi? Parce que qui consomme de la vitamine D tous les jours? Alors je suis content de le voir déjà. Ça c'est important. Déjà, la majorité c'est sur les écrans. Alors oui, il y a le bio. En fait, il faut savoir que en Belgique, on a une certaine chance. La vitamine D que l'on retrouve aux prises quotidiennes, elle est globalement de bonne qualité. Mais dans les magasins bio, effectivement, elle est excellente. Elle est de très bonne qualité. Vous devez en prendre tous les jours. Alors, il y a le fameux décure que le médecin a prescrit. Si vous en avez encore à la maison, terminez-le. Moi, je vous invite à prendre la vitamine D quotidienne. C'est très, très, très important parce que physiologiquement, on est fait pour avoir une dose quotidienne. Pas une dose flash, une dose tous les 15 jours, tous les mois. Ça, c'est essentiel. Moi, je n'ai pas un sportif ou un amateur professionnel ou n'importe qui sort sans vitamine D. Essentiel. Demain, ce week-end, vous allez acheter la vitamine D. C'est une vitamine qui coûte moins cher, qui est très intéressante. Ça, chez certains sportifs, il faut savoir que c'était un truc fou, c'était une médaille. Donner 15 gouttes de la vitamine D que je préconise, c'était une médaille par rapport à pas de médaille. Donc, la vitamine D chez vous, en termes de performance, elle va fonctionner pour tout. Je veux perdre du poids, c'est pas votre taux de vitamine D à un bon niveau, vous ne pourrez pas perdre du poids. Ça, comme on joue, vous ne pourrez pas avoir un poids de forme. Vitamine D essentielle. Sportif, on monte le dosage. C'est sous-dosé en Belgique. Ok? On monte le dosage. Vous devez être un niveau sportif adulte, minimum, retenez bien, 2000 unités internationales. C'est 2000 UI. En dessous de ça, c'est pour les enfants. Pourtant, la législation, logiquement, elle m'oblige à vous dire c'est 800. Ben, c'est une erreur. Ce serait une erreur, je dirais, professionnelle de vous dire un sous-dosage. Alors, en fait, la décure, c'est de la D3, c'est de la vitamine D. Okay, mais simplement, c'est qu'on la prend souvent toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Voilà. Et donc, quand on a ça à la maison, ça coûte bonbon. Donc,
on a un dosage moyen, donc il faut terminer, et après, il faut simplement monter la prise quotidienne. Voilà. Et jamais aucun médecin va vous rouspéter là-dessus, ne vous inquiétez pas, hein, ils sont tous d'accord, ils sont tous conscients, effectivement. Et même si vous allez dire, ils vont vous dire, ah oui, tu as raison, ils l'oublient souvent. Mais bon, on est responsable de notre santé, il ne faut pas toujours mettre la responsabilité sur le dos des autres, thérapeutes, professionnels de la santé. On est responsable de notre santé. Vous êtes responsable effectivement de prendre votre immunité tous les jours, ça c'est très très important. Après, en termes de supplémentation, moi je préconise toujours d'avoir un peu de magnésium à la maison. Et pour ceux qui ont dépassé les 40 ans et qui ont un niveau, un bon niveau, même peu importe le niveau, c'est de la Q10, hein, la coenzyme Q10, dont vous avez peut-être certainement entendu parler plusieurs fois, qu'on oblige maintenant à prendre lorsqu'une personne est sous statique. Est-ce que quelqu'un est sous statique? Ça va bien, on n'est pas obligé de répondre parce que c'est privé. Et savoir si les personnes qui sont sous statique, vous devez consommer de la coenzyme Q10. Ça va? Ça devrait être une obligation même légale. Ah, mais l'industrie pharmaceutique pour laquelle j'ai travaillé, ne vous inquiétez pas, fait en sorte qu'il ne soit jamais piégé à ce stade-là, mais vous devez en consommer. Donc moi, je préconise la vitamine D en priorité, si après, vous voulez, il y a un peu de magnésium et de la Q10. Ok? Un grand merci pour votre attention.